Noël, on voulait faire une petite partie sur l'art. On parle de l'art, un peu d'art contemporain aussi. La situation du marché de l'art, bon, ce sont des gros sujets. On ne va pas non plus plomber toute la vidéo là-dessus, parce qu'on pourrait faire 24 heures. Mais je voulais commencer par une petite phrase que j'aime beaucoup. C'est dans le fameux film Cléopâtre de Mankiewicz, de 1963, avec Liz Taylor et Richard Burton. Et César dit « Pourquoi les yeux des statues sont-ils toujours sans vie ?» Et ça pose vraiment la question de l'art. Est-ce que l'art est un ersatz à la vie, ou est-ce que l'art arrive à un certain moment donné d'intégrer la vie et justement de développer des énergies qui sont healing, comme on dit en anglais, qui peuvent nous guérir, qui peuvent nous enchanter. C'est une grosse question. Et on voit qu'aujourd'hui, on en a souvent parlé ensemble, on arrive quand même à une culture qui a un nivellement par le bas, comme un espace d'antivie. Il n'y a plus aucune éthique dans l'art contemporain, celui-ci ne fonctionnant qu'avec et grâce à sa fonction plus ou moins transgressive et provocatrice, ou avec un art profondément insipide. On va citer Jeff Koons tout à l'heure. Comme tout ce qui nous entoure. Quelque part, tout devient insipide. C'est de la purée, c'est pour les personnes âgées. C'est terrible. Afin d'être politiquement correct et achetable par le plus quidam des quidam. Se démarquant par les autres quidam, ces gens riches qui achètent de l'art, ils se démarquent uniquement parce qu'ils peuvent acheter des œuvres à 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars ou d'euros. Effectivement, on pourrait citer Jeff Koons, hein, oui. Ce qui pourra aller dans la prolongation de ce que tu viens de dire sur Koons. Hein. Il a cette phrase superbe, je trouve, enfin super, hein, évidemment c'est au second degré. Hein. Oui. Mon travail combat la nécessité d'une fonction critique de l'art, hein, et cherche à abolir le jugement afin que l'on puisse regarder le monde et l'accepter. Dans cette citation, peut-être qu'il ne faut pas lui faire dire plus que ce qu'elle ne dit, hein, parce qu'on est sur une citation de circonstance, empreinte d'un pur cynisme par rapport à son travail dans un rapport au monde. Toujours est-il que là, à mon avis, se joue un peu deux choses. Hein, la question de la distance au monde, que l'on puisse regarder le monde, c'est-à-dire qu'on le regarde. Oui. On ne le vit pas, on le regarde. On n'y est pas agissant, quoi. C'est-à-dire qu'on le regarde, On est soumis. On est soumis, voilà, on est face à l'image, enfin, en quelque sorte, c'est une sorte de parfaite illustration de Guy Debord, quoi. C'est-à-dire qu'à la place d'être dans le monde, on regarde le monde, quoi, comme une image. Donc, il y a ça dans ce que dit Koons. Et puis, il y a la question de l'acceptation. C'est-à-dire que, grosso modo, l'art n'a plus de fonction critique, en tout cas, mon art, enfin, ce que dit Koons, hein, mon art, n'a pas de fonction critique, et finalement, l'un de ses buts, c'est de faire accepter le monde tel qu'il est. Voilà. Ce qu'on évoquait, tout à l'heure, effectivement, sur l'état du monde, Donc à la fois, il y a une sorte de double chose qui se joue. Il y a à la fois effectivement une volonté de séparation, en quelque sorte, de l'art et du monde, et en même temps, si je puis dire, pour reprendre une formule macronienne que j'adore, et en même temps, il fait quand même jouer un rôle à l'art dans le monde. Ce côté paradoxal qui est là, c'est-à-dire qu'à la fois, l'art joue un rôle dont le but serait de faire que l'on puisse se détacher du monde et ne regarder que l'art en tant qu'il est détaché du monde. Oui. Une sorte de truc comme ça qui s'empile, qui s'articule, qui est là présent. Et je trouve que finalement, ce qui se joue par rapport à ce que tu évoquais, hein, par rapport à Koons, moi j'avais des images à la fois de sa fameuse série de sacs faits avec Vuitton, voilà, où il reproduit, il emprunte, il convoque des images à des peintres ultra reconnus, hein, Van Gogh, il en fait un autre avec la Joconde, etc. Et le tout étant inauguré, cette collection est inaugurée dans un grand banquet au Louvre. Hein. On peut se poser la question du rôle des musées par rapport à ça aussi. Hein. Inauguré au Louvre, dans un grand banquet, évidemment, avec plutôt des gens fortunés, bien sûr.
donc qui relève effectivement du monde des grandes fortunes, Et donc ce qui se joue là finalement, enfin cette espèce de fusion en quelque sorte, cette articulation entre ce qui est, disons, Kunst ou l'art, enfin peu importe comment on désigne ça, et ce qui relève de l'industrie du luxe, enfin, nous interroge, quoi. C'est-à-dire que l'art aurait comme but finalement de faire du branding, c'est-à-dire de construire de l'image de produits, de participer à ça. C'est un peu peut-être la première chose. Et puis cette idée, alors à plusieurs reprises on a évoqué la part maudite, hein, Oui, entre voilà. nous. Oui. Ça veut dire que cette espèce de rapprochement entre l'art et le luxe nous conduit à quelque chose qui serait de l'ordre du superflu. C'est-à-dire qu'il y aurait, dire, le luxe, enfin, le luxe se définit par ça. C'est une superfluité. Enfin, Oui, 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 oui. on est là et du coup, quelque part, ça assigne ou ça convoque, ça tire l'art de ce côté-là, du superflu en quelque sorte. Et enfin, dans tout ça, hein, se dégage. Enfin, Koons, enfin, c'est pas le seul en même temps. Bien Voilà, sûr, c'est oui. pas le seul, mais Koons est une sorte de paradigme Koons comme ça, quoi, à la fois de convocation de l'image, d'un tableau réduit à une image sur un sac, avec la double signature, hein, Oui. Louis Vuitton, Koons, et puis une reproduction du lapin là, qui Oui, est là pour oui. ouvrir et fermer le sac. Brand Quoi. name, oui, 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 oui. On est nous sommes dans quelque chose qui est assez parlant finalement, assez parlant. Donc la question qui se pose finalement, moi je trouve par rapport à cette question de l'art, c'est de savoir de quel côté on est. Est-ce qu'on est du côté des vainqueurs ou des vaincus? Est-ce qu'on est du côté Oui, effectivement de l'art vu par Kunz, Pinault et Arnaud, ou est-ce qu'on est du côté par exemple de l'art tel qu'il peut être retravaillé autrement dans des mouvements protestataires, alors qui échappent au système de l'art qui est le marché de l'art, qui est effectivement les galeries, les musées, les grandes expositions avec des grands noms comme commissaires, qui est aussi oui, une façon enfin, qui peut aussi nous interroger, bien sûr. Mais je vais citer un petit passage d'un article. Euh, je commence par une citation d'Andy Warhol. Être bon en affaires est le genre d'art le plus fascinant. Faire de l'argent, c'est de l'art, et travailler, c'est de l'art. Et les bonnes affaires, c'est le meilleur des arts. Dixit Andy Warhol. Donc, c'est vrai qu'acheter de l'art aujourd'hui, c'est la façon la plus simple et rentable de faire beaucoup d'argent, facilement et très peu de temps pour les richissimes, hein, bien sûr. Voici ce qu'explique. J'ai eu un article très récemment dans la Gazette des Arts, le 22 juin 2022, juste après la guerre en Ukraine. Elle parle du prix de vente des œuvres d'art des artistes, parce qu'il y a un site qui s'appelle Art Price et qui liste chaque fois que vous vendez une œuvre en salle des ventes, c'est listé par Art Price. Donc ils savent très bien qui vend quoi, à quelle somme. Donc cet article qui est écrit par Vanessa Schmidt-Kruker. Quand il y a encore 5 ans, un jeune artiste faisait ses premiers pas en salle des ventes autour de $10,000. 10 000. C'est le prix auquel je vends mes œuvres, 10 000. Mm-hmm. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des débuts autour de 300 à 500 000 dollars. Aujourd'hui. C'est que en moins de 10 ans, ça s'est multiplié par 100. Quoi. Toutefois, on estime que l'inflation va jouer en faveur du marché de l'art, au même titre que pour la haute horlogerie, la joaillerie, les yachts et les voitures de luxe. Celui-ci est plus sécurisant que le marché financier secoué par la guerre en Ukraine. Donc l'art échappe à tout, et donc les gens investissent. Bon, c'est pas un mal en soi, quelque part, ça crée des richesses. Moi, je ne crie pas là-dessus, je dis simplement que nous autres artistes qui ne sommes pas dans le marché, on ne peut ni exposer, ni vendre, parce que ça n'a pas... on n'a pas de prix. Si tu n'es pas en salle des ventes, mes peintures, je peux les mettre à 5 000, je peux les mettre à 1 000, je peux les mettre à 40 000, personne ne les achète. Ça ne veut plus rien dire. Alors tant que tu n'es pas entré dans ce marché, ce système, tu n'as pas d'existence en tant qu'artiste. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que je monte mon travail, c'est pour ça que j'ai montré au Musée des Beaux-Arts. Ça n'a pas aidé les choses, mais bon, voilà. Et voilà ce qui se passe. Pour faire écho à ta citation, j'en ai une autre, hein, oui.
Une citation de Aude de Kéros. L'œuvre et sa valeur sont le résultat de la simple déclaration arbitraire du réseau qui la fabrique, qui constitue une chaîne de production et de distribution. Les vertus hors normes de l'art contemporain sont celles de produits financiers dérivés, sécurisés, réservés au très haut marché, d'une liquidité transfrontalière déliée des contraintes de l'État, la loi, la banque, d'une monnaie désincarnée et globale. L'art contemporain est une utopie à la fois institutionnelle et financière. Oui, c'est vrai. Dans cette question finalement que tu posais aussi, je crois, la dernière fois, par rapport à cette citation, alors, il faut croire en la valeur de l'art quelque part. Enfin, en tout cas, ceux qui le font circuler une forme de croyance effectivement dans la valeur de l'art, alors qu'on peut discuter. En tout cas, ce qu'on appelle les œuvres, une valeur de ce qu'on appelle les œuvres. Et d'une certaine manière, on peut faire le rapprochement entre cette croyance, ou enfin on peut l'appeler autrement en tout cas, l'idée que tel ou tel œuvre a une valeur et qu'on est prêt effectivement à l'acheter, à mettre beaucoup d'argent dessus, alors en spéculant, mais pas seulement, parfois, on va dire que... mais quelque part, on peut aussi se dire que le rapport à la monnaie est du même registre. Pour qu'une monnaie fonctionne, il faut qu'on croie à la valeur de la monnaie. Tout à fait, Voilà. oui. Et donc ce rapprochement, je trouve, est aussi peut-être assez significatif du rapport. C'est égal, oui. Parce que je pourrais vous montrer, peut-être, c'est des artistes qui n'ont... je vais déjà montrer le rapport aux politiques aussi, parce qu'on n'en a pas assez parlé. Ouais. On n'a pas encore parlé. J'ai pensé, parce que aujourd'hui, il y a aussi une chose qui a forcé le décrochement de l'art, c'est que plus personne, en tout cas les politiques, n'ont plus besoin des artistes. Comme du temps des rois, où j'ai pris l'exemple le plus frappant, c'est Napoléon, le Sacre de Napoléon, peint par David. Et à l'époque, la photographie n'existait pas. Donc, seuls les écrivains auraient pu montrer Napoléon se sacrant lui-même. Et je ne comprends même pas qu'aujourd'hui, il y ait encore des écoles d'art. Mais ce n'est pas rentable, quelque part. C'est du superflu, comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc, ce rapport... par ailleurs, la religion a fait vivre énormément d'artistes. Et bon, maintenant, la religion disparaît, donc on n'en a plus besoin. Mais je voudrais montrer quelques artistes, justement, qui ont créé des mondes qui ont un peu rapport avec l'imaginaire et le rêve. Là, on a le douanier Rousseau. C'est magnifique. C'est cette femme un peu sur un canapé et dans la jungle. C'est complètement anachronique. C'est complètement... J'aime pas le terme surréaliste, mais peut-être le terme magique, mais que je n'aime guère. Mais il y a quand même quelque chose de... Et puis il y a le regard sauvage de l'animal. C'est le désir, on peut dire le désir envers la femme nue. Et je trouve avec les grandes fleurs comme ça. Et sont pas des paradis perdus, sont des paradis qu'il a recréés. Nous sommes des créateurs de paradis. Et là, c'est Séraphine de Senlis aussi, avec ces magnifiques tableaux où elle mélangeait du sang et je ne sais pas quoi dans ses peintures. Et c'est également magnifique. Ce sont d'autres univers. Et là, je veux citer Roscoe, que je voulais montrer la dimension des toiles de Roscoe, parce que dans mon travail, on ne comprend pas trop que ce soit aussi grand. Mais quand je suis arrivé à Montréal, j'ai compris qu'il y avait une dimension autre. L'espace avait une autre dimension. Et on sent, les Américains, ils peignaient des trucs 3 mètres, ça, c'est une toile de Barnett Newman qui fait 5,20 mètres, qui est au MoMA. C'est une toile magnifique aussi. C'est-à-dire qu'on peut intégrer la couleur. Et je veux vraiment que le spectateur réintègre la couleur et l'image, qui est une expérience intime. On en a déjà parlé, de même que dans Pollock, cette photo que tu m'as suggérée. Et ça, c'est une toile qui est à Beaubourg, où on voit que c'est quand même un sexe de femme, et il éjacule sur le sexe de femme. C'est magnifique. Je ne sais pas si tout le monde le verra comme ça, mais ça s'appelle The Deep. Et je voulais citer aussi Caspar Friedrich, qui est un peintre romantique allemand, et que j'appréciais pas du tout. J'avais un ami qui m'avait offert ce livre, et je trouvais ça un peu mièvre. Et finalement, il y a une notion de solitude et d'infini dans ses travaux. Et
peut-être de nostalgie, de monde qui disparaît, mais en même temps, la nature est là. Et il est présent, si tu veux, dans ces tableaux. Et voilà, je voulais présenter ça. Est-ce que tu es nostalgique? J'ai eu la chance de vivre des moments intenses. Donc forcément, j'y pense de temps en temps. Mhm. Oui, forcément, oui. Parce que, entre nous, bon, ça sera diffusé, mais c'est vrai que vivre à Besançon, c'est pas la... En même temps, j'adore la vie, mais il n'y a aucun retour. On a l'impression de vivre chez les morts-vivants, ici. Les zombifiés, quoi. Oui. Non, parce qu'il n'y a pas d'interaction. Et ça, c'est ce qui m'a choqué en rentrant. Mais chaque fois que je rentrais de New York, j'atterrissais à Genève, à Londres un peu moins, mais à Vienne, on arrive et l'énergie a disparu. Et j'en ai discuté une fois avec une amie qui était attachée culturelle suisse, dans son beau bureau. Je ne sais plus où elle était, à Park Avenue, je ne sais pas quoi. Mais elle me dit, Jean-Pierre, toute l'Europe est triste. Et j'avais jamais pensé. Et à New York, on n'est pas triste. Ça me manque un peu. Ouais. Et j'espère qu'on sent un peu la joie et la vibration de la vie dans mon travail. Enfin, tout à l'heure, tu évoquais Napoléon et la peinture de son sacre, hein. Donc finalement, tu évoquais l'une des fonctions qu'a eu l'art à un moment donné, à savoir l'art de cour, pour le dire très rapidement. C'est-à-dire que cette idée effectivement que ceux qui avaient le pouvoir ou du Oui, pouvoir avaient besoin aussi de se faire représenter en tant qu'ils avaient du pouvoir, voilà, et que ça participait peut-être sans doute au renforcement de leur pouvoir d'ailleurs. Enfin, mais ce jeu. c'était essentiel. Mhm, L'Église n'existe pas sans l'image religieuse. mhm, 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 Tu ne vas pas aller coloniser comment je peux dire, faire changer les gens de religion s'il n'y a pas un corpus d'images mhm, du Christ en croix, de la Vierge Marie et tout mhm, ça. Donc mhm, l'iconographie était éminemment sans ça, c'est des gens qui ne savaient pas lire. mhm, Donc c'est la condition sine qua non mhm, de l'existence de l'Église d'avoir des images. mhm. Mais du coup, est-ce qu'on n'est pas piégé par le mot art, hein? Peut-être, oui, sans doute, mais bon, j'en ai pas d'autres. Oui, donc, ça englobe beaucoup de choses, bien Mhm, sûr. Oui, mhm, oui. mhm, Mais pour moi, l'art, ça implique quand même une certaine grandeur. Et aussi une certaine grandeur, une grandeur spirituelle, et puis une générosité. mhm, Moi, j'aime les gens généreux. mhm, Oui, j'aime les gens qui débordent mhm. le cadre. Ouais. Le rapport à l'art peut aussi être détestable, hein. En tout cas, enfin, chez ceux, on l'a évoqué en partie, voilà, chez ceux qui ont un rapport marchand ou un rapport politique expropriateur, hein. Voilà. Oui, Est-ce que le mot d'art n'est pas un piège quelque part, hein? oui, mais so what? Il Voilà. faut des mots pour parler. Oui, il faut des mots, il faut des Bon, mots. après, Est-ce que par exemple, alors c'est le mot qu'emploie Descola par exemple, il parle de figuration, ouais, mais si est-ce tu as du que... temps à perdre, si tu veux réfléchir 20 heures pour savoir un autre Oui, mot, après on encule les mouches, c'est ça. Je pense que quand on parle d'art, tout le monde sait. On peut parler d'art abogène, on peut parler. C'est un thème englobant. C'est comme quand on parle de la ouais. vie, je sais pas, oui, peut-être, oui. Mais si on parle d'art, enfin, si on avait pu parler d'art à ceux qui ont peint les parois Mais c'était pas des dissocié à grottes, c'est l'époque. ça, voilà. Rien n'était Et donc, dissocié. Moi, je voulais citer une phrase de Nietzsche, justement. On n'entend que les questions auxquelles on est en mesure d'apporter une réponse. C'est ça. C'est pour ça que les gens n'entendent pas, ne comprennent pas mon travail, parce qu'ils n'ont pas le mode pour comprendre ce que je dis. Voilà, ce que je parle. Et le même, tu dis l'art, donc chaque fois, pour chaque personne, il faudrait une définition différente. On n'est pas sorti de l'auberge. non, enfin, c'est une façon. Enfin, si on se dit que le mot art, finalement, c'est un mot qui nous vient d'une configuration historique particulière, hein, sur le monde occidental, hein.
en grande partie, et que du coup, ce mot, là aussi, on l'a transporté dans d'autres mondes, où on l'a transporté dans notre regard pour voir les choses, pour essayer de comprendre les choses. Ce qui revient à ce que dit Nietzsche, hein. C'est-à-dire Oui, que, grosso modo, on regarde des choses dans la mesure où on est capable de répondre à ce qu'ils nous disent, tout à hein. fait. Oui, mais c'est ça. Et Oui, donc, oui. et donc ces On est trucs, prisonnier, bien. on Non, est mais on ça, est et donc prisonnier. ces Nous sommes trucs, prisonniers. Oui, oui. et c'est pas, enfin, à mon sens, c'est pas une affaire d'enculer les mouches, c'est de se dire que à saisir le monde avec d'autres mots, peut-être qu'on peut le comprendre autrement. Ouais, mais tant qu'on n'a pas l'expérience intime de la mort ou de la sexualité, on ne comprend rien au monde. Tu vois, je veux dire. Oui, je pense que c'est l'expérience intime, c'est le corps qui fait ces expériences de l'art aussi. Pourquoi moi je me sens bien dans des toiles de Pollock Mhm. pourquoi je me sens bien dans l'art aztèque? Parce que mon corps s'y sent bien. C'est une expérience corporelle aussi, là. On oublie ça. C'est pas uniquement une expérience esthétique. Je Mhm. crois que... Je voulais finir cette partie en citant Thomas Bernard. C'est un livre que tout le monde devrait lire absolument. Et ça s'appelle Maîtres anciens. Et il dit, bon, il faudrait lire tout le livre, mais il dit, les peintres n'ont pas peint ce qu'ils auraient dû peindre, mais uniquement ce qu'on leur a commandé, ou bien ce qui leur procurait ou leur rapportait l'argent ou la gloire, ou les deux à la fois. C'est-à-dire que l'histoire de l'art, c'est ça, la peinture occidentale, c'est ça. Tu vois, dans les musées, c'est peint pour les églises, c'est peint pour les princes, mais il y a Caravage qui a sorti un peu son épingle du jeu. Il y a Rembrandt aussi, parce qu'il avait une présence spirituelle, ou Vermeer, mais la plupart des autres, ils ont peint pour les bourgeois ou les princes, et voilà. Et peindre pour ces gens-là, c'est intéressant, ça te fait bouffer, bien sûr, tu peux payer ton loyer, tu peux avoir des femmes, des enfants, mais est-ce que c'est vraiment la voie de l'artiste? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des artistes véritables? Est-ce qu'il y a des faux artistes? On s'en fout finalement, on fait ce qu'on a envie de faire.